Voilà, alors cette masterclass donne le point de démarrage à une grande opération qui est menée par la région Hauts-de-France dans Néo, justement en lien avec l'éducation menstruelle, en écho avec une politique locale qui est menée justement autour de la lutte contre la précarité menstruelle. Alors je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas forcément ces termes-là, la précarité menstruelle, en fait, c'est un sujet qui a été pointé du doigt depuis quelques années sur le fait que énormément de femmes en France n'avaient pas accès en suffisance à des protections hygiéniques pendant leurs règles, sachant que ce problème-là touchait évidemment beaucoup, enfin ce problème-là touche une bonne partie également des jeunes filles, ce qui pose énormément de problèmes aussi bien de santé, mais également pour leur scolarisation. Donc la région s'est engagée sur le sujet et a souhaité donc accompagner ça d'une opération de sensibilisation au sein de l'ENT. Donc dans les mois à venir, vous allez retrouver un podcast réalisé par une dizaine de classes ambassadrices qui parlent les lycéens parlent des règles aux lycéens, qui sera également accompagné de challenges et d'un concours d'écriture en fin de masterclass. Je vous mettrai également les liens si vous souhaitez également rejoindre ce projet et si vous êtes intéressé pour participer à ces différentes actions. Donc on est avec nous Élise Thiebaud. Bonjour Élise. Je te présente rapidement pour nos enseignants et nos personnels. Donc toi tu es journaliste et autrice. Tu as également été enseignante pendant une dizaine d'années, je crois, à Genève, c'est ça? Alors, je crois que tu étais spécialisée en communication publique, je me trompe pas? Absolument, et signalétique à la Haute École d'Art et de Design de Genève. Ok. Et ensuite, donc, tu as à ton actif une quinzaine de publications, enfin de livres, dont trois, si mes comptes sont exacts, qui touchent sur le sujet des raids. Donc, il y a ceci, alors moi, j'ai mon image qui est floutée, donc il y a Ceci est mon sang, alors je ne sais pas si c'est le premier que tu as publié sur le sujet. Si, tout à fait, c'est le premier, qui est sorti aux éditions de la Découverte en 2017. En 2017, ok. Tu as également coécrit ce livre Au bonheur des vulves avec Camille Tallet, c'est ça? Et il y en a un Absolument. troisième que je n'ai pas avec moi qui s'appelle Les règles, je crois, Quelle aventure ou quelque chose. Il s'appelle Les règles, quelle aventure. Il est sorti en 2017. Il est plus particulièrement destiné aux ados, effectivement. Mhm. Il est sorti en novembre 2017 et il continue à se vendre beaucoup parce que les ados sont les premières concernés par le sujet. Et j'ai aussi fait une pièce de théâtre qui s'appelle Tout sur le rouge, qui tourne, on a fait une version destinée aux jeunes et aux établissements qui tournent dans les lycées et collèges dans un dispositif où j'interviens après la pièce de théâtre pour discuter avec les élèves. Ouais, c'est ça, c'est qu'à partir de ces publications autour des règles, il y a aussi énormément, tu as fait énormément d'interventions en milieu scolaire, de conférences, tu as mis en place des dispositifs assez nombreux, bah, justement comme cette pièce de théâtre, tu as également, je crois, des conférences gesticulées que tu as mis. Alors oui, c'est avec la sage-femme Camille Tallet avec laquelle j'ai écrit Au bonheur des vulves. On fait des conférences gesticulées ou bien dans des établissements, ou bien même dans un théâtre, dans des événements, et avec un dispositif un peu particulier. D'accord. Pour Et raconter. d'où, alors si ça a commencé en 2017, c'est ça, et d'où t'es venu cet intérêt pour le sujet des règles? Alors c'est la question qu'on me pose tout le temps et c'est un peu difficile d'expliquer comment on se passionne pour un sujet à un moment donné. Disons que j'avais une intuition, j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet depuis très longtemps, d'abord parce que moi-même j'ai eu des règles difficiles et douloureuses. Oui, donc moi-même j'avais un rapport aux menstruations un peu difficile parce que j'étais porteuse d'endométriose, j'y reviendrai. Mais c'est au moment de la ménopause, quand enfin j'ai été délivrée du fardeau de ces règles douloureuses, puisque c'est le premier symptôme euh, de, de l'endométriose, ce sont des douleurs très vives pendant les règles, que je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé pendant toutes ces années? Et comment se fait-il que on soit si ignorante et ignorant de ce phénomène des menstruations? Parce que au moment où moi j'ai publié mon livre, il n'y avait à peu près aucun ouvrage grand public sur le sujet
spécifique des règles. Et il y a eu très peu de travaux anthropologiques, très peu de travaux scientifiques vraiment sérieux. Et on était face à un tabou très important. Mon intuition, c'était que ce tabou, il avait beaucoup à voir avec la domination des femmes dans l'espace public et des discriminations. Premièrement, il me semblait que ce tabou des règles, il visait en partie à convaincre les femmes de leur propre infériorité. Parce que moi, je ne comprenais pas pourquoi la moitié de l'humanité, et en particulier les femmes qui ont seules le pouvoir de porter et mettre au monde des enfants, pourquoi elles devaient subir un tel tabou lié aux règles, qui est le signe qu'elles seules ont ce pouvoir de porter et mettre au monde des enfants. Et ça, en fait, finalement, ça surgit dès le début, quand on a ces premières règles et qu'on s'entend dire vraiment de manière générale et pratiquement dans le monde entier, ça y est, tu es devenue une femme. Donc, on dit ça à une petite fille. Hein. L'âge moyen des premières règles aujourd'hui, c'est 12 ans et demi. Donc, s'identifier à une femme est déjà quelque chose de compliqué. On le dit comme effectivement une forme de bonne nouvelle ou d'assignation complémentaire à celle qu'on a reçue à la naissance. Et en même temps, on reçoit un autre message qui est que les règles, il ne faut pas en parler, c'est sale, c'est dégoûtant, on n'en parle pas à table, tout le monde va pouvoir parler en famille facilement de son transit, de son caca, de s'il est bien allé, s'il a bien digéré, etc. Mais parler des règles, non, ça reste tabou et les études nous le confirment. Hein, 73% des femmes sont mal à l'aise et gênées quand elles ont leurs règles, gênées quand elles vont acheter des protections périodiques au supermarché. Alors on cache les choses sous une salade, on fait un certain nombre de stratagèmes pour que personne ne sache qu'on a ces règles. C'est quelque chose qui fait honte, qui peut nous exposer à de la stigmatisation, à de la moquerie. Très souvent, on le sait bien, ça fait aussi partie de l'expérience liée à ces règles, aux menstruations. Quand on manifeste de la mauvaise humeur, quand on est de mauvais poil, quand on est en colère, eh bien on s'entend dire, dis donc, t'aurais pas tes règles, ah bah elle a ses règles, ah c'est parce que, etc. Et ce qui est problématique à plein de niveaux. Le premier niveau, évidemment, c'est qu'on associe toujours les règles à quelque chose en mauvaise part, quelque chose qui nous rabaisse, quelque chose qui montrerait que nous ne sommes pas tout à fait maîtresses de nous-mêmes, que nous serions plutôt otages de nos hormones. Et il y a donc toute une série de processus psychologiques qui s'installent assez rapidement, et ça c'est vraiment le double effet qui se coule de la discrimination liée au tabou des règles, c'est que quand on dit à quelqu'un, dis donc tu es de mauvaise humeur, tu n'aurais pas tes règles par hasard, eh bien en fait, en réalité, on a une chance sur deux de tomber juste. Je m'explique. Les règles, elles surviennent en moyenne toutes les 4 semaines. Si on compte la semaine qui précède les règles et la semaine, les quelques jours qui précèdent les règles, la semaine durant lesquelles on a ces règles et les quelques jours finaux, eh bien, une fois sur deux, quand on dit à quelqu'un qu'elle est de mauvaise humeur, à une personne qu'elle est de mauvaise humeur, eh bien, on va tomber juste et la personne se dit mais oui, si ça se trouve, est-ce que mon comportement ne serait pas lié au fait que j'ai mes règles? Et tout ça, alors qu'en même temps, il y a un déni massif et une absence de prise en compte très importante de la question des douleurs liées aux règles, qui affectent, on le sait, à un moment ou à un autre de sa vie menstruelle, ça va durer 40 ans. Hein, les règles, c'est pas quelque chose qui va survenir furtivement 2 ou 3 fois dans la vie. Ça va représenter en moyenne 2400 jours de nos vies, durant lesquels on va être donc gêné, mal à l'aise, et donc où on va développer des idées relativement erronées par rapport à notre propre corps
et où les douleurs, ça a été mon cas, ne sont pas entendues. C'est normal de souffrir pendant ces règles, alors que ça n'est pas normal. Donc, on a aussi une absence de diagnostic des maladies propres au fonctionnement du cycle menstruel, comme l'endométriose, le syndrome des ovaires polykystiques. On est sur environ 15% des personnes qui ont leurs règles qui souffrent d'endométriose. Une errance médicale qui est d'environ 7 ans pour ces femmes par la médecine, donc errance médicale très importante, durant lesquelles on s'entend dire bah non, c'est dans votre tête, c'est vous qui avez des problèmes, et nanani et nanana, vous avez un problème avec psychologique, avec votre sexualité, avec votre compagnon, etc. Et c'est aussi parce que ça peut aussi affecter, entraîner des douleurs pendant, non seulement pendant les règles, mais aussi pendant les relations sexuelles. Donc, on est dans une situation où le tabou des règles, les perceptions erronées qu'on en a, les messages qu'on reçoit à leur sujet vont contribuer à affecter notre estime de soi. Parce que si on peut se faire rejeter pour quelque chose contre quoi on ne peut strictement rien, le fait d'avoir nos règles ne devrait absolument pas être... on n'y peut rien, ça ne devrait pas être un objet de discrimination. Le fait d'être potentiellement rejeté à cause de ça, ou rabaissé à cause de ça, ou discriminé à cause de ça, ça a un impact sur l'estime de soi, ça a un impact sur également la perception qu'on va avoir de son propre corps. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important, c'est-à-dire que comme on est bombardé d'idées plus ou moins fausses et d'une maltraitance, je dirais, sociale et médicale autour du phénomène des règles, eh bien, on ne peut pas savoir identifier ce qui est normal ou ce qui ne l'est pas. On va se construire autour de cette question de la douleur intériorisée, non prise en compte et considérée comme une variante de la normale dans l'être femme. Et ça a une incidence absolument énorme. Les discriminations liées au tabou des règles, elles vont... et cette non prise en compte de cette réalité physiologique du cycle menstruel, ça va aussi avoir pour effet que une personne sur deux est susceptible de rater l'école, le lycée, le collège, parce qu'elle a ses règles. Et ça, évidemment, pénalise l'accès égal à l'éducation que doit garantir l'éducation nationale. Et ça, au début, on se dit oui, c'est un problème sociétal, c'est un problème de filles, c'est un problème de ceci, c'est un problème de cela. Puis en fait, quand on analyse un peu plus profondément cette question, on se rend compte que c'est vraiment un objet qui devrait mobiliser le service public et les règles d'égal accès et les règles d'égalité. L'égalité femmes-hommes, elle est inscrite dans notre Constitution et elle devrait être prise en compte à tous les moments et les échelons de nos vies. Et là, on a clairement une difficulté qui se présente. On a aussi une incapacité à intervenir sur les difficultés que rencontrent les personnes qui ont leurs règles dans le cadre du collège, du lycée, un problème avec les toilettes, un problème d'accès aux protections périodiques, on y reviendra après. Donc, il y a d'abord ce tabou des règles, il a pour impact, pour effet, une atteinte véritable à l'égalité entre les femmes et les hommes dans l'espace public. Il faut dire aussi que traditionnellement, on a invoqué le fait que les femmes avaient leurs règles pour leur interdire l'accès à des postes de pouvoir. C'était un argument qui était invoqué pour leur refuser le droit de vote et d'être élus.
en partant du principe qu'elle ne peut pas prendre des décisions rationnelles puisqu'elle devenait folle une fois par mois. C'est même l'écrivaine Colette, que j'adore, qui disait ça. Donc on avait aussi beaucoup d'idées reçues autour de cette incapacité à la rationalité qu'auraient les femmes. Et ça fait partie des préjugés encore intériorisés autour de la question des règles. Sur la question de la santé publique, le tabou des règles, ça, je l'ai un petit peu évoqué, ça a un impact important sur le fait que on a effectivement peu de connaissances, ça fait seulement quelques années qu'on parle de l'endométriose aujourd'hui, qu'on est capable d'écouter et prendre en compte les douleurs de règles. Et là, on va revenir sur une question, sur cette question des douleurs et de la perception des douleurs et de la prise en compte de ces douleurs dans l'espace public, que ce soit celui des établissements scolaires ou universitaires, des bibliothèques, de l'entreprise. C'est par exemple une chose absolument incroyable, alors que bon, voilà, la moitié de la population est susceptible d'avoir ses règles à un moment ou à un autre, et encore une fois, je le répète, pas un petit peu, mais quelque chose comme quelques semaines dans l'année, et que dans un groupe quelconque de femmes, il y a toujours au moins 10, 15, 20% qui a ses règles au moment où on se parle. Et pourtant, il n'y a effectivement aucune présence dans l'espace public, c'est en train de changer mais c'est très récent, de distribution de protection périodique. On a accès très facilement à des préservatifs. On a accès à des préservatifs dans les restaurants ou les boîtes de nuit ou les plannings familiaux, etc. Mais jusqu'à une période récente, on n'avait pas accès à des protections périodiques. On est obligé, si on en a besoin, d'aller à l'infirmerie, donc de faire état de son état menstruel. Et ça, c'est problématique aussi, parce que comme on sait qu'il y a encore beaucoup de préjugés, d'idées reçues et qu'on est mal perçu parce qu'on a ces règles. Moi, j'ai eu des récits de collégiennes qui me disaient qu'elles faisaient des efforts surhumains quand elles étaient aux toilettes pour enlever la petite languette autocollante en dessous des protections périodiques sans faire de bruit pour que personne ne puisse soupçonner qu'elles sont en train de changer de protection périodique. Ce qui veut dire un mal-être absolument incroyable. Et puis aussi cette accusation très fréquente. Tu fais la comédie, tu fais ça pour pas faire de sport, pour pas sortir, il n'y a que les paresseux, les règles ça fait pas mal, etc. etc. Or, ça fait pas effectivement mal à tout le monde tout le temps, mais si une personne dit qu'elle est mal à l'aise, il n'y a aucune raison de ne pas prendre en compte cette question-là et de la bâcher ou de la maltraiter. J'interviens très souvent, hein, donc, comme je le disais, dans les collèges et les lycées. Je ne compte plus le nombre de jeunes filles qui m'expliquent qu'elles ont voulu se lever pour aller aux toilettes parce qu'elles sentaient qu'il se passait quelque chose. Elles se sont tachées. Je pense que toutes les filles, un jour ou l'autre, ça leur est arrivé que les règles surviennent. En plus, à l'adolescence, les règles ne sont pas du tout régulières. Elles vont survenir un peu n'importe quand. Un choc émotionnel peut les faire survenir. Et c'est quelque chose qui est pratiquement traumatisant pour elles. Donc, ce problème de santé publique, de bien-être, hein, l'OMS ne décrit pas la santé comme l'absence de maladie, mais comme un état de bien-être. Et de ce fait, là, il y a aussi une nécessité de prendre en compte, quand on est un service public, cette question-là. Il manque encore aujourd'hui un nombre absolument il n'y a pas assez de recherches scientifiques sur le phénomène du cycle menstruel. Il n'y a pas assez de crédits qui sont alloués
à cette question-là. C'est extrêmement grave. La maladie de l'endométriose est connue depuis l'Antiquité, elle est décrite depuis l'Antiquité. Et on ne sait toujours pas, non seulement on ne sait toujours pas la diagnostiquer correctement, mais deuxièmement, on ne sait pas la soigner. Elle est chronique, on ne sait pas la soigner, on sait à peine la soulager. Et on a encore des difficultés à lever des fonds pour faire des recherches sur cette maladie et sur le syndrome des ovaires polykystiques qui va avec. Il y a un certain nombre de données fondamentales sur, par exemple, la composition du sang menstruel qui a été beaucoup diabolisée en raison du tabou des règles. On a des descriptions qui remontent à 2000 ans où les règles sont supposées donner la rage aux chiens, ternir les miroirs, rouiller le fer, et jusque dans les années 70, 1970, dans le Haut-Poitou, on en voyait encore les femmes courir dans les champs sans culotte quand elles avaient leurs règles parce qu'on pensait que le sang menstruel était susceptible de tuer les limaces. Donc on a prêté des pouvoirs magiques, interdiction d'aller dans la cave quand on avait ses règles parce qu'on risquait de faire tourner le vin, interdiction de s'approcher de la charcuterie qu'on pouvait faire tourner. Donc il y a aussi toute une série d'entraves, de fausses idées, d'idées qui persistent encore aujourd'hui, même chez des personnes jeunes, que par exemple le sang devrait absolument s'écouler pour se purifier, qu'il y aurait quelque chose d'impur, de malsain, d'impropre, etc. autour des règles. Et nourrir un dégoût de soi, ça a aussi un impact sur le bien-être qui est très important. Donc, essayer, dans la mesure du possible, d'avoir un dialogue décontracté et simple autour de la question des menstruations, ça me paraît particulièrement important. Et de la même manière, rendre accessible dans les espaces publics des protections périodiques saines, gratuites, c'est extrêmement important. Alors, pas seulement, on va parler de la question de la précarité menstruelle tout de suite. En fait, la précarité, quand on entend précarité menstruelle, on pense un peu les personnes sans abri ou très pauvres qui se trouveraient avoir en plus leurs règles et qui n'auraient pas les moyens de s'en procurer. C'est vrai, moi j'ai rencontré des personnes de la rue ou qui ont été dans la rue et qui expliquent à quel point c'est épouvantable d'avoir ces règles quand on est à la rue et quand on n'a pas de toit. Mais les règles et l'absence et le coût des protections périodiques, eh bien, ça crée un différentiel qui est une question d'égalité en vérité. C'est d'une part un coût que portent seules les femmes. C'est un coût qui n'est jamais interrogé. Il a fallu, c'est en 2016 qu'il y a eu une mobilisation, en 2015 qu'il y a eu, c'est vraiment très récent, une mobilisation pour faire baisser la TVA sur les protections périodiques, et qui est passée de 20% à 5,5%. Et il y a eu à l'époque des personnes, et des hommes en grande majorité, à l'Assemblée nationale, dans les médias, qui disaient, mais enfin, où est le problème dans le coût et en quoi est-ce un produit de première nécessité? La discussion se portait sur est-ce ou non un produit de première nécessité. Il faut savoir que les produits de première nécessité sont taxés à 5,5, ceux qui ne sont pas considérés de première nécessité sont taxés à 20%. Donc ça augmente mécaniquement leur prix. Il se trouve que par un hasard étrange, qui est lié quand même au lobbying des multinationales, eh bien, les sodas sont des produits considérés de première nécessité. Le Coca-Cola, il est taxé à 5,5. Et les protections périodiques étaient à l'époque taxées à 20%, n'étaient pas considérées comme un produit de première nécessité. Et on s'est aperçu aussi à cette occasion, lors des débats, que de nombreux hommes ne savaient pas comment fonctionnaient les protections périodiques, étaient persuadés que, par exemple, et on a encore des témoignages de ce type-là, par exemple, que il fallait enlever son tampon pour pouvoir faire pipi, que ça avait un lien.
Il y a encore des personnes qui ne savent pas du tout comment simplement l'anatomie de la vulve du vagin fonctionne, et donc cette ignorance va créer et creuser des inégalités, va permettre aux multinationales de fournir des produits qui ne sont pas contrôlés. Il n'y a pas de contrôle sanitaire sur la composition des protections périodiques encore aujourd'hui. Il y a eu des rapports au niveau de la Direction générale de la santé et de la concurrence pour s'assurer de l'innocuité de ces produits, mais en réalité, ce que l'on sait, les études nous l'ont démontré, c'est qu'elles contiennent, je parle des protections périodiques conventionnelles, d'abord énormément de plastique, jusqu'à 80% de matière plastique. Depuis les 20 dernières années, la composition a changé, est devenue pleine de plastique. Les plastiques sont des perturbateurs endocriniens dont l'impact à proximité des muqueuses peut être important et n'est pas étudié, surtout pas au long cours. Et par ailleurs, les jeter dans l'environnement, eh bien ça a un impact sur l'environnement et la nature qui n'est absolument pas neutre. Ça met 500 ans à se réduire, à se dégrader, une protection périodique faite de matière plastique. Donc tout ça, c'est un problème donc de santé publique, c'est un problème d'environnement important. Donc il faut à la fois se mobiliser pour les rendre accessibles au plus grand nombre. Les étudiantes, je ne vous apprends pas qu'elles sont généralement pauvres, elles n'ont pas un budget d'enfer. On sait qu'aujourd'hui, ça peut représenter 10 à 15 euros par mois. Ça peut être extrêmement important. On a vu au moment de la crise du Covid, quand un certain nombre de personnes n'avaient plus la possibilité de travailler, d'avoir des revenus suffisants. Moi, j'ai eu un nombre d'appels incroyables de personnes qui faisaient des maraudes ou des collectes et qui me demandaient comment se procurer des protections périodiques, parce que c'était systématiquement demandé de pouvoir avoir accès à des protections périodiques qui restent très chères, et en dépit de la baisse de la TVA, puisque en réalité, le contrôle sur les coûts est difficile à effectuer. Donc voilà à peu près pourquoi il me paraît important d'aborder cette question-là. Je sais bien que de plus en plus les collectivités, et c'est vraiment super, se mobilisent pour rendre accessibles des protections périodiques, pour accompagner la mise en place de ces dispositifs d'intervention pédagogique. C'est ce que je suis en train de faire avec vous maintenant, mais à ce sujet-là, ça va être le dernier volet de mon intervention, et puis après on passera aux questions si vous voulez. C'est comment en parler, parce qu'en fait parler d'un tabou, c'est quand même pas simple, c'est pas évident quand on est enseignant, de s'attaquer à quelque chose comme ça, et de ne pas gêner les élèves, etc. Et alors on a tendance, et il y a des erreurs qu'on va faire d'emblée, qui peuvent vraiment rendre la discussion difficile, alors qu'il y a des petites astuces à mettre en place qui vont fonctionner vraiment très bien. Souvent, dans les règles participatives, on a tendance à solliciter le savoir des élèves, et en fait, c'est très compliqué sur un sujet qui est aussi tabou que les règles. Ça met mal à l'aise. Ou on fanfaronne, ou on ne dit pas ce qu'on pense vraiment, etc. Donc là, en tout cas, en première intention, de demander de s'exprimer sur ce sujet-là, et est-ce que vous pensez que, etc., ou de solliciter une opinion, une problématique. Éventuellement, solliciter leur savoir peut être intéressant. En tout cas, moi, je le fais régulièrement, mais ça ne fonctionne pas si bien que ça. La première chose que je fais quand j'interviens, c'est de solliciter les garçons.
Oui, alors, parce que la première question que je leur pose, c'est, vous savez, puisque c'est en général après le spectacle qu'on a donné dans lequel on parle des premières règles qu'on appelle les ménarches, et je leur demande, est-ce que vous savez quel est l'équivalent des ménarches chez les garçons? Et ils disent, ben, il n'y a pas d'équivalent, on n'a pas nos règles, etc. Et je dis, ben, il y a quelque chose qui se passe, c'est les séménarches. C'est la première fois qu'on produit des gamètes sexuelles. Dans le temps, on appelait ça faire sa première carte de France. On traitait ça de pollution nocturne. Et est-ce que vous savez si, comme les filles, vous venez avec des gamètes sexuelles à la naissance ou si vous devez les fabriquer? Et de commencer à s'interroger sur la dimension scientifique. Qu'est-ce que c'est des gamètes sexuelles? Qu'est-ce que c'est une espèce sexuée? Et comment on fabrique ça? Et en réalité, on ne sait pas grand-chose du cycle menstruel. On ne sait pas assez du cycle menstruel. On ne sait que depuis 2008 que le sang menstruel, par exemple, contient des cellules souches, alors que, voilà, jusque-là, on ne connaissait que deux réservoirs dans le corps humain de cellules souches, c'était la moelle osseuse et le sang du cordon, difficile d'accès. On apprend en 2008 qu'il y a des cellules souches dans le sang menstruel et que ces cellules souches peuvent nous renseigner sur l'état de santé de la personne en question. Donc, on est dans une grande ignorance. Mais on est dans une ignorance encore plus grande, et les garçons en premier lieu, sur le fonctionnement de leur cycle, de leurs hormones. On revient beaucoup à cette occasion-là sur justement cette question, est-ce que ça peut arriver par exemple qu'on pose la question, est-ce que vous croyez que c'est vrai? Est-ce que vous croyez que véritablement on est de mauvaise humeur quand on a ces règles, et qu'est-ce que ça signifie et pourquoi? Est-ce que vous croyez vraiment que seules les femmes ont des hormones? Est-ce que vous ne pensez pas que les garçons ont aussi des hormones? Et est-ce que vous pensez qu'il y a un cycle de fabrication des spermatozoïdes ou pas? Et à partir de ce moment-là, d'associer garçons et filles sur une discussion sur ces processus physiologiques peut être très intéressant. Et puis la deuxième chose, évidemment, c'est d'avoir une forme de narration autour des questions anthropologiques, autour des règles. J'ai très souvent l'attention des élèves quand je leur raconte que les menstruations, d'après certains anthropologues, sont à la base de toute notre civilisation. Alors quand je leur dis ça, menstruation, mens, le mois, la lune, erte, le préfixe veut dire le rite de la lune. Et si je leur raconte que eh bien, les femmes à la préhistoire avaient observé qu'il y avait une coïncidence entre le cycle menstruel et le cycle lunaire. On suppose aussi qu'à cette époque-là, très souvent, le cycle menstruel suivait véritablement le cycle lunaire. Et qu'elles en avaient, bon, d'après l'anthropologue Chris Knight qui a étudié cette question, c'est un des rares anthropologues qui se soit penché sur cette question, eh bien, il dit les femmes sont donc les premières astronomes parce qu'elles ont appris à observer les cycles lunaires et les cycles des saisons et les cycles et le mouvement des étoiles pour essayer de prévoir, par exemple, la naissance d'un enfant. Combien de lunes durant lesquelles on n'a pas de sang? Et les premières, les plus anciennes tablettes de calcul que l'on ait retrouvées pourraient avoir été, par exemple, des calendriers lunaires et menstruels destinés à essayer de comprendre et de prévoir la naissance d'un enfant. Et de là, presque, on a la naissance aussi d'une forme antique d'astronomie et d'astrologie. On se sert du mouvement des étoiles pour prévoir un événement et pas n'importe quel événement, parce que indispensable à la survie, la naissance des enfants, à la survie du clan, à la survie du groupe, et puis également les déplacements dans des sociétés nomades permettent de prévoir grâce aux étoiles des directions, etc.
on a aussi le fait que les premières divinités sont des divinités lunaires. On représente les plus anciennes divinités, Ishtar, Astarté, Artémis, qui restent encore, et jusqu'à la Vierge, sont représentées avec, par exemple, un croissant de lune sur la tête qui dit très exactement le lien particulier qu'elles ont avec la lune, et qui fait qu'encore aujourd'hui, la couronne est un résidu de cette volonté de marquer son crâne, de marquer sa tête avec ce croissant de lune, et que donc, quand un homme se met une couronne sur la tête, il dit « j'ai le pouvoir conféré par la lune d'avoir des menstruations ». Donc c'est un petit peu de ça dont il s'agit. Donc retrouver aussi des récits anciens qui remettent de la magie dans ce processus physiologique, qui redonne de la dignité à ce sujet-là, qui, sans pour autant faire un côté sacré, parce que c'est pas de ça dont il s'agit, mais ça a une... Comment dire, c'est quelque chose qui est extrêmement efficace pour remettre en cause les préjugés, les dégoûts et les mauvaises perceptions qui accompagnent la question des menstruations. La troisième chose que je fais, et qui fonctionne vraiment très bien sur ce sujet-là, que je fais aussi dans les interventions que je fais avec la sage-femme autour de Bonheur des vulves, c'est qu'on propose que les questions soient toujours posées, de poser des questions anonymement. Alors soit sur un téléphone, moi je viens avec un téléphone, je ne connais pas les téléphones des personnes, mais ça peut être aussi des petits papiers dans lesquels des questions peuvent être posées, et on est très souvent surpris par la possibilité qu'on a quand on peut parler anonymement, quand on ne s'expose pas soi-même. C'est beaucoup plus facile de dire les questions qui nous préoccupent et d'en parler publiquement. Et on s'aperçoit d'ailleurs assez vite que derrière ça, il y a souvent aussi des récits de violence, d'incompréhension autour de la question du consentement, de qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je ne peux pas faire, qu'est-ce que j'ai le droit ou pas le droit de faire autour de la sexualité. Et ça permet un dialogue qui est souvent de très bonne qualité et très utile pour les élèves, sans finalement se mettre en grande difficulté, puisque, encore une fois, cet anonymat permet un vrai dialogue. Voilà ce que je pouvais dire sur cette question-là. Et si vous avez des questions, je serai très heureuse d'y répondre. J'en profite en attendant pour partager du coup les informations de la région au sujet du dispositif qui a été mis en place. Donc la région a mis en place, je cite Marie-France Carpentier de la région qui est intervenue via le chat, qui nous a partagé que la région a mis en place à disposition donc des jeunes filles des lycées publics des Hauts-de-France des protections, serviettes, PS, je ne sais pas ce que ça veut dire, et tampons. Et tampons avec et sans applicateur, et des distributeurs dans les lycées qui ont choisi d'adhérer au dispositif. Et il y a aujourd'hui 71% des établissements qui ont adhéré. Donc c'est plutôt une très bonne nouvelle pour ceux qui sont intéressés d'ailleurs et qui ne sont pas encore équipés. N'hésitez pas à vous manifester. Moi, j'ai peut-être une question pour démarrer les échanges et laisser le temps aux enseignants. Ah, si, il y a déjà des questions. Avez-vous des références d'articles sur l'anthropologie autour de cette question? Il y en a beaucoup maintenant, mais moi, les références, il y a mes livres dans lesquels je raconte évidemment tout ça. Le livre dont je parle souvent, mais il y a d'autres livres qui sont parus depuis, mais c'est celui il n'est pas traduit en français, de Chris Knight, qui est
How Menstruation Created the World, comment les menstruations ont créé le monde. Voilà, donc il y a évidemment un autre livre un peu surprenant de Claude Lévi-Strauss qui s'appelle L'origine des manières de table. Il ne se doutait pas quand il a écrit ce livre, Claude Lévi-Strauss, qu'il était en train d'écrire sur les menstruations, mais en fait c'est un livre dans lequel il analyse un certain nombre de mythes autour de l'alimentation, de mythes en Amérique du Sud, dans des sociétés indiennes d'Amérique du Sud. Et il se trouve que tous ces mythes en fait concernent les menstruations et le lien entre menstruation et alimentation. Donc ce sont des analyses intéressantes, mais il a écrit sur les menstruations sans s'en apercevoir, on pourrait dire. Voilà. David demande si le format du podcast est intéressant pour sensibiliser les jeunes. Il y a beaucoup de podcasts sur les règles qui ont été faits sur les règles. Beaucoup de podcasts, beaucoup de petits documentaires et effectivement, je pense que c'est un média très écouté et qui fonctionne bien. Mais en réalité, moi, je voulais vraiment faire un livre et je voulais le faire avec à destination des ados parce qu'on a besoin de cette intimité et de pouvoir y revenir parce qu'il y a des infos précises qu'on va vouloir chercher. Et voilà, pour être sensibilisé éventuellement, mais pour avoir des infos un peu précises, le livre, ça marche mieux. Est-ce qu'il y a une... Tu parlais justement de comment aborder cette question-là avec les lycéens. Est-ce qu'il y a des biais dans lesquels il ne faudrait pas tomber justement quand on parle de ce sujet-là avec les lycéens de l'expérience que tu as pu avoir en milieu scolaire? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles ça ne marche pas, c'est déconseillé? Euh, Alors, j'essaye de ne pas être justement trop genrée dans la manière de m'exprimer. Je parle souvent des personnes qui ont leurs règles, des personnes qui ont un cycle hormonal masculin. Alors, pas masculin, mais des gamètes sexuelles mâles. On va parler de fonctionnement mâle et femelle, mais en précisant que ça n'a pas forcément, il n'y a pas forcément de coïncidence avec la façon dont on se perçoit soi-même et c'est important et de plus en plus important dans les classes de garder une certaine comment dire, neutralité sur ces questions-là. Alors je regarde s'il y a d'autres questions. Comment aider les élèves et les étudiantes par rapport aux douleurs quand on est professeur? Eh bien, de les autoriser à quitter le cours quand elles ne se sentent pas bien, ne pas mettre en doute le fait qu'elles souffrent, ne pas les obliger ou prétendre qu'elles font de la comédie si c'est possible qu'elles en fassent, hein, ça peut toujours arriver, évidemment, mais de faire preuve et puis d'inviter à aller voir une sage-femme. Je dirais plutôt qu'un gynécologue, en première intention, de dire si tu as des douleurs pendant tes règles, peut-être que c'est bien d'aller voir une sage-femme et d'en parler. Et expliquer aussi que y a beaucoup en fait d'ados qui hésitent à en parler parce qu'elles ont peur qu'on les examine. Elles ont peur qu'on leur mette un spéculum, elles ont peur d'être maltraitées et elles ont raison d'avoir peur parce que ça reste encore très compliqué le déroulement des consultations médicales sur cette question. Les professionnels de santé ne sont pas toujours au top sur le respect du consentement durant une consultation médicale. En revanche, les sages-femmes sont extrêmement bien formées là-dessus et pratiquent le consentement à chaque moment
Et il faut bien expliquer aux élèves qui souffrent, qui ont un problème, qui ne se sentent pas bien, que pour autant, elles peuvent refuser un examen si elles ne sont pas à l'aise. Elles peuvent dire qu'elles vont prendre le temps d'y réfléchir. Et il faut les rassurer sur la possibilité qui est la leur de toujours devoir, que le soignant ou la soignante doit toujours solliciter leur consentement. C'est une chose qui éviterait pour 50% des douleurs. Alors chaque fois que je dis ça, je le dis quasiment à chacune de mes interventions. Voilà comment doit se dérouler une consultation médicale. Et en rappelant à chaque fois qu'il y a un secret médical absolu, que les parents ne doivent jamais être tenus au courant sans le consentement de l'enfant, qu'ils ne doivent pas être présents pendant l'examen si l'ado ne le souhaite pas. Donc rappeler ça, c'est un soulagement important. En tant que tel, la prise en compte de la douleur, elle a un impact positif sur la douleur qui est incroyable, y compris psychiquement. Hein, voilà. Quand il y a du respect, de la considération pour la personne et pour ses douleurs, eh bien, les douleurs elles-mêmes régressent. Il faut aussi expliquer qu'il y a deux types de douleurs. Il y a des douleurs ou des sensations qui sont normales quand on a ces règles, et surtout au début. Pourquoi? Parce que l'utérus, il se contracte pour évacuer la muqueuse interne, puisque c'est ça les règles, c'est la muqueuse interne de l'utérus qui est évacuée à chaque cycle menstruel. Et pour ça, il y a une légère inflammation pour que le tissu se détache et s'évacue. Et que l'utérus, eh bien, c'est le muscle le plus puissant du corps humain. Pourquoi? Il peut passer de la taille d'une fille à celle d'une pastèque en quelques mois. Il peut expulser un être vivant en quelques heures lors de l'accouchement. Il est non seulement un organe, mais un muscle très très puissant et qui a, en fonction de son imprégnation hormonale, des circonstances et de son environnement, se contracter de manière différente. Il va se contracter d'une certaine manière pour évacuer le sang des règles, il va se contracter d'une autre manière pour faire descendre l'ovocyte des ovaires à travers les trompes, il va se contracter encore d'une autre manière pour aspirer le sperme dans le cas d'une relation sexuelle. Voilà, donc il y a et il va se contracter également différemment pendant un orgasme. Il se passe beaucoup de choses et beaucoup de choses peuvent être perturbées et le fait de ne pas y penser, de ne pas faire attention à ça, ça a un impact, ça fait qu'on ne parvient pas non plus à se relaxer. Donc apprendre que l'utérus, il a toutes ces aptitudes-là et que le vagin, il en a d'autres, etc. Eh bien, ça permet de la connaissance autour de ces phénomènes physiologiques en tant que tel un impact sur la douleur et son apaisement dans le cas où ces douleurs ne seraient pas pathologiques mais liées. Bon, voilà, on a des contractions quand on va aux toilettes et c'est pas censé nous faire extrêmement mal, sinon c'est pathologique. Donc, pour apprendre à se relaxer, pour apprendre à mieux vivre avec ses menstruations. Dans le chat, ça discute pas mal de savoir où placer le distributeur de protection hygiénique. Donc on a pas mal de commentaires. Certains c'est en vie scolaire, d'autres c'est en infirmerie, d'autres c'est dans les toilettes. Donc il y a plusieurs options qui sont choisies. On avait également un témoignage d'un établissement dont les toilettes ne sont ouvertes que pendant les récréations. Une élève qui a ses règles et qui arrive soudainement pendant le cours ou alors est alors bien démunie. Quel argument peut-on faire remonter à l'administration pour régler ce problème? C'est ridicule. Déjà, il faudrait, à mon avis, au niveau de la France dans son ensemble, il y a un plan toilette massif qui doit être quand même lancé, en particulier dans les établissements scolaires.
C'est inadmissible d'avoir des toilettes dans un tel état, des toilettes publiques dans un tel état dans un pays comme la France. Enfin, si on va au Japon, ce qui n'est pas mon cas, mais je le sais, ou simplement en Suisse ou en Allemagne, hein, c'est donc de l'autre côté de la frontière, c'est pas tellement loin. Ça n'arrive jamais d'avoir des toilettes dans un état comme celui qui existe. Donc il y a un problème d'éducation, certes, mais il y a un problème aussi de prise en compte de cette question correctement dans les services publics. Eh bien écoutez, il est 18 heures et je crois qu'on a fait le tour des questions. J'espère que j'en ai pas oublié. Merci beaucoup pour votre participation. Vous étiez très nombreux, on était ravis de vous avoir. Merci beaucoup Élise pour toutes ces informations. Merci à vous de m'avoir invité. Au revoir, à Au bientôt. revoir.